Luc Châtel, bonjour, secrétaire général de l'UMP. Est-ce que vous approuvez l'action de la France face au drame qui se noue ou qui est déjà en œuvre en Irak? La France doit sortir de son rôle de spectateur. L'Europe doit sortir de son silence. Quand j'entends le président de la République dire l'Europe devrait être plus présente, mais l'Europe c'est nous. C'est au président de la République de prendre son bâton de pèlerin, de prendre ses responsabilités. Mais Laurent Fabius l'a fait. Laurent Fabius a saisi l'Europe. Laurent Fabius a demandé cette réunion d'ambassadeurs. Il a dit, même aux Européens, vous pouvez être en vacances, mais là, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il l'a demandé, certes, le pas humanitaire va dans la bonne direction. Mais il faudrait des initiatives, une initiative beaucoup plus forte. Par exemple, le président de la République, le 4 août dernier, c'était très récemment, a dit aux Français on ne doit pas être neutre face à un tel conflit. Puis le lendemain, il est parti en vacances. C'est quand même extraordinaire. J'ai d'ailleurs entendu Laurent Fabius nous expliquer que quand il y a des gens qui crèvent, il faut revenir de vacances. Je ne sais pas si le message lui était destiné, mais en tout cas, ce qui donne le sentiment aujourd'hui de passivité, c'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'être spectateur de ces conflits, c'est-à-dire à la fois ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Irak. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que la France, l'Europe, sortent de sa torpeur et que prennent des initiatives au niveau international. Alors effectivement, cet après-midi, les trois dirigeants de l'UMP, trois anciens premiers ministres, Fillon, Raffarin, Juppé, expliquent leur critique vis-à-vis de la politique étrangère du gouvernement. Il n'y a plus d'union nationale derrière cette politique étrangère ? C'est moins une critique qu'une proposition. Vous savez, pour que trois anciens premiers ministres sortent de leur silence sur une crise internationale, il faut vraiment que la situation soit grave. Ils le font solennellement, ils le font au nom de l'UMP, certes, ils coprésident aujourd'hui une formation politique qui est celle d'opposition, mais ils le font sans polémique. L'opposition, elle n'a pas des leçons à donner, en particulier en matière de politique étrangère, mais l'opposition, elle doit être responsable et elle n'a pas le droit d'être passive face à ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais justement, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Aujourd'hui, la France a lancé une action humanitaire, va sans doute armer les Kurdes. Qu'est-ce que pourrait faire de plus la France ? La France doit être capable, comme elle l'a fait en d'autres temps, souvenez-vous de ce qui s'est passé en Géorgie avec Nicolas Sarkozy, cette capacité de force d'entraînement. Encore une fois, quand j'entends dire l'Europe devrait, l'Europe pourrait, l'Europe, c'est nous. C'est à nous d'en décider. C'est à nous d'être capables de porter cette parole au niveau européen pour convaincre les chefs d'État et de gouvernement qu'on n'a pas le droit de rester dans la torpeur et dans le silence. Alors on va sûrement revenir à l'Europe, notamment sur le prisme économique. Demain sont attendus des chiffres très importants, ceux de la croissance. Après-demain d'ailleurs, Hollande et Manuel Valls se réunissent à Brégançon pour préparer cette rentrée. Vous vous attendez à une rentrée difficile? Les Français doivent s'attendre à une rentrée difficile au plan conjoncturel? Écoutez, moi j'écoute les Français, je regarde la situation économique objectivement. Que se passe-t-il? Notre pays aujourd'hui est dans une situation de stagnation. Nous n'avons plus de croissance. Le pays a été asphyxié. C'est ça la réalité. Monsieur Hollande nous expliquait à nouveau le 14 juillet que la reprise était là. 10 jours après, le Premier ministre précise que la rentrée va être difficile pour les Français. On y perd notre latin. Je veux dire, ce gouvernement donne un sentiment d'improvisation permanente et en même temps, il donne le sentiment de faire fausse route. Puisque depuis 2 ans, le gouvernement a ajouté de la crise à la crise. Nous, ce que nous demandons, c'est très clairement que le gouvernement reconnaisse la réalité. Il fait fausse route. Vous savez, dans la vie politique, il y a des moments où il faut être capable de regarder la réalité en face et de dire aux Français, nous nous sommes trompés. Nous devons changer de politique. Nous considérons qu'il faut changer de politique. En janvier, en quelque sorte, le président de la République. Vous attendez un nouveau message, un nouveau virage le 18 septembre prochain lors de sa conférence de presse? Mais vous dites qu'il a changé le 1er janvier ou le 14 janvier, mais ça n'a pas été mis en œuvre. La réalité effective de ce pacte de compétitivité, c'est-à-dire une baisse massive des charges pour améliorer la compétitivité des entreprises, elle n'est pas effective aujourd'hui. Donc on fait des beaux discours le lundi, et le mardi, on va dans l'autre direction. C'est ça qui pose problème. Vous pensez que la France va devoir une nouvelle fois demander de l'indulgence aux Européens, notamment sur les promesses de déficit budgétaire qui pourraient ne pas être remplies? C'est vrai qu'il serait assez paradoxal que le commissaire européen à l'économie, s'il était confirmé au niveau européen, en l'occurrence Pierre Moscovici, qui a été celui qui a si bien réussi... Ce serait un mauvais choix pour vous? Mais écoutez, ce choix me désarme. Pourquoi? Revenons à la politique étrangère. La France
devait revendiquer le poste de haut représentant des affaires étrangères, compte tenu de ce qu'est son rayonnement international, compte tenu de ce qu'est la parole de la France au niveau international. Nous avions des femmes de talent pour occuper ce poste. Voilà. Et au-delà de ça, nous proposons... Par exemple, femmes de talent, vous pensez à qui ? Elisabeth Guigou, par exemple Christine Lagarde, je veux dire que ce soit de droite ou de gauche, des personnalités reconnues. Au-delà de ça, le président de la République préfère recaser le ministre de l'économie qui a échoué et qu'il a lui-même sanctionné. Comment voulez-vous être crédible au niveau européen dans ce contexte ? Alors revenons un petit peu à l'UMP. Vous souhaitez une élection apaisée, l'élection du président de l'UMP qui aura lieu en novembre, mais ça va commencer effectivement à la rentrée. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy, plus que probable, pourra aller dans le sens d'une élection apaisée ? Je souhaite une élection apaisée parce que nos militants nous le demandent et parce que l'UMP doit revenir sur la scène nationale. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question de pays, c'est une question d'équilibre démocratique. Je lisais d'ailleurs certains responsables socialistes qui disent eux-mêmes nous avons besoin d'une opposition qui soit crédible. Voilà. Donc, elle est en train de reconstruire cette légitimité. C'est le travail de 150 jours que j'ai entamé avec le Collège des anciens Mais vous voulez dire ministres. que le retour de Nicolas Sarkozy permettrait à cette opposition de retrouver de la voix ? Vous l'appelez de votre vœu, le retour de Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je n'ai pas d'informations sur le retour au nom de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que je souhaite, c'est que se présentent à cette élection tous ceux qui ont une vision, qui ont un projet pour notre famille politique. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons capables de débattre entre nous devant les Français. Et c'est ça que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire un congrès apaisé. Vous pouvez penser qu'il a une vision, donc vous souhaitez qu'il se présente ? Écoutez, Nicolas Sarkozy nous dira s'il souhaite ou non revenir sur la décision qu'il avait prise en 2012. Voilà, encore une fois, je n'ai pas cette information. S'il décidait de revenir... avoir un souhait, vous êtes l'un des... Vous êtes je suis le secrétaire général de la direction provisoire chargé d'organiser le scrutin. Donc j'ai déjà dit que, je ne serai pas candidat à cette élection. Deuxièmement, que je me garderai bien de soutenir tel ou tel candidat. Ce que je souhaite, c'est que les conditions de réalisation de ce congrès soient optimales. C'est-à-dire qu'on se respecte, on s'écoute, on débatte. Nous montrions aux Français que nous sommes capables de leur faire des propositions et de représenter à nouveau une force d'alternance, un espoir pour les Français. Un ancien chef de l'État pourrait prendre comme ça la direction d'un parti. Est-ce que ce n'est pas un petit peu antinomique, un parti qui, en plus, a des graves difficultés financières? Est-ce que ce n'est pas antinomique d'une prestige de la fonction de président de la République? Alors d'abord, difficultés financières, j'ai entamé un travail de redressement difficile, mais qui commence et qui va porter ses fruits, avec un plan d'économie absolument considérable. J'annoncerai d'ailleurs de nouvelles mesures à la rentrée. Ensuite, un ancien chef de l'État, chef de parti, c'est déjà arrivé. Non, ce n'est pas d'actualité. Un ancien chef de parti, à ma connaissance, c'est déjà arrivé. Dans le passé, c'est déjà arrivé qu'un ancien président de la République soit chef de parti, il y a une vingtaine d'années. Encore un mot sur l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy. François Fillon, à l'inverse, pense que ça serait une candidature de blocage. Donc ça n'irait pas du tout dans le sens que vous souhaitez d'une élection apaisée. Ça serait une candidature qui verrouillerait à la fois le parti et les primaires. Écoutez, laissons les candidatures venir. Laissons le débat s'organiser. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est que débat contre débat, projet contre projet, les militants tranchent. Je vais vous dire, moi, je suis un secrétaire général heureux. Pourquoi ? Parce qu'au 30 juin 2014, nous avons 170 000 militants à l'UMP à jour de cotisation. C'est-à-dire 50 000 de plus qu'au 30 juin 2013. Et les adhésions continuent. Comment vous l'expliquez, ça ? Comment vous l'expliquez ? Écoutez, d'abord, je l'explique parce que je pense qu'un certain nombre de nos militants, anciens ou nouveaux, la moitié de ces 50 000 nouveaux sont de nouveaux adhérents, n'avaient jamais cotisé à l'UMP, veulent sans doute participer à ce grand débat du mois de novembre et veulent choisir. Les 160 000 militants à jour de cotisation le 30 juin. Il faudra y ajouter ceux qui étaient en 2013 nos adhérents et qui n'ont pas été renouvelés en 2014. Donc, globalement, ça veut dire que nous devrions avoir un corps électoral autour de 270 à 280 000 militants. Ce qui Combien est une de parrainages nécessaires pour ceux qui vont se présenter ? 1%.
c'est-à-dire que nous devons avoir 2800 parrainages en gros pour ceux qui souhaitent se présenter. Et quels moyens financiers vous allez à l'UMP consacrer à cette élection qui, je le rappelle, va démarrer là, fin août, début septembre et s'étager jusqu'au 29 novembre? Des petits moyens. Combien? Des petits moyens. Non, c'est-à-dire que nous n'avons pas de budget à proprement parler. C'est là. Je rappelle que l'élection n'est pas organisée par le secrétaire général. Est-ce que ça ne serait pas transparent que chaque candidat ait... Nous ferons toute la transparence. Vous savez que c'est une haute autorité qui est à l'UMP, mais qui est indépendante de la direction du parti, qui organise cette élection. Et c'est elle qui affectera les moyens. C'est notamment elle qui sera chargée d'envoyer les messages à nos militants pour qu'il y ait une égalité de traitement. Ce que nous voulons, c'est une égalité de traitement, c'est la transparence, c'est qu'il y ait des règles. Voilà. Plus jamais le spectacle de novembre 2012 devant nos militants et devant les Français. C'est plus possible. Je crois qu'on aura bien compris le message. Merci beaucoup, Luc Châtel, d'avoir été l'invité d'ITélé ce matin.